Psychologue clinicienne engagée depuis plus de 30 ans dans la protection de l'enfance, Claire Mastalski a accompagné des centaines d'enfants placés, souvent sans qu'ils comprennent pourquoi leur vie avait basculé. Alors comment protéger sans ajouter de la violence à la violence ? Comment aider un enfant à se construire quand le sens manque ? De cette question centrale est né leur placement expliqué aux enfants, un outil pensé par Claire pour mettre des mots là où il n'y avait que silence, confusion et traumatisme invisibilisé. Tu es bien sur la chaîne du Courant pour une écologie humaine et tu t'apprêtes à écouter un podcast qui souhaite régénérer ton espérance en donnant la parole à des acteurs qui bâtissent, dans leur cœur d'activité, un monde aimable. En espérant alors que toi aussi, tu voudras agir après avoir écouté ça. Bonjour Claire Mastalski, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots ? Je suis Claire Mastalski, je suis psychologue clinicienne, très impliquée dans la protection de l'enfance. Et alors pourquoi avoir choisi cette profession ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'enfance ? Je me suis toujours sentie beaucoup plus proche de l'univers des enfants que de celui des adultes. Il y avait quelque chose pour moi qui était tellement plus authentique. Je veux dire, les enfants savent s'émerveiller, ce qui manque souvent aux adultes. Et moi, j'ai besoin de ça pour me sentir vivante. Et donc, dans le choix d'une profession, je savais que j'allais plutôt aller travailler au contact des enfants que dans le monde vraiment des adultes. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans l'enfance, c'est l'état de bourgeon. Tout est là. De la même manière qu'un bourgeon qui reçoit la bonne dose de lumière, l'eau fraîche dont il a besoin, le petit vent qui saura le faire vibrer, etc. L'enfant, c'est exactement pareil. Tout est là, tout est possible, tout peut advenir. Jusqu'à l'adolescence, on peut dire qu'il y a énormément de remaniements qui sont possibles. Et après, les choses vont un peu plus se figer et se structurer pour donner les adultes. Qui fait que dans cette période de l'enfance, justement, ce qui est fascinant, c'est que un professionnel, même un humain engagé, peut avoir une influence vertueuse pour amener l'individu qui est en développement vers la meilleure version de lui-même, pour donner vraiment tous ses potentiels. Donc c'est beaucoup d'observations pour voir ce qui est, puisqu'on est tous différents, on a des dons, des fois des pathologies. Ça fait aussi des différences qui amènent aussi à d'autres potentiels. Mais en fait, il y a tout ça à observer et ensuite à accompagner. Et ce que je trouve passionnant en tant qu'adulte, humain et professionnel, c'est justement d'accompagner ce temps de l'enfance pour faire advenir les adultes qui feront la société de demain. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que, de votre point de vue, vous voyez sur une sorte d'état des lieux de l'enfance aujourd'hui en France ? C'est vrai que dans ma profession, j'ai été beaucoup plus confrontée, dans le cadre de la protection de l'enfance, à des enfants qui étaient en carence d'accompagnement parental et qui étaient accompagnés par d'autres adultes où là, il y avait d'autres carences mais qui étaient liées au dispositif de la protection de l'enfance qui a le mérite d'exister mais qui est perfectible. On l'entend beaucoup actuellement. Je dois aussi souligner que la pandémie qui nous est tombée dessus a eu un impact assez délétère sur les enfants. Et là, on le voit dans la CPTS dans laquelle j'interviens. Il y a énormément de mes jeunes collègues là qui sont professionnels de santé, orthophonistes ou psychomotriciens qui ont des enfants qui sont bien abîmés parce que il y a eu quelque chose d'extrêmement anxiogène. Ça a imprégné les enfants et ça continue à les imprégner. Il y a des effets secondaires à tout ça. L'insouciance est plus là autant, je trouve, et il y a une forme de pathologisation un petit peu systématique des enfants. Dès qu'il y a un trouble, on s'oriente vers un diagnostic avec une prise de médicaments. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui m'inquiète un peu quand même dans la manière dont on considère les enfants et la manière dont on va traiter les problématiques enfantines. Parce que ce sont bien sûr les adultes de demain aussi. Est-ce que vous pouvez maintenant développer un peu plus ce qu'est la protection de l'enfance ? Nous expliquer son champ, ce que ça prend en compte, ce que c'est, et peut-être même nous expliquer la différence avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance ? Le champ de la protection de l'enfance, c'est un champ très vaste qui comprend l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. En fait,
c'est plutôt le dispositif opérationnel, je dirais. Lorsqu'une famille se retrouve en difficulté dans l'accompagnement d'un enfant, il y a deux possibilités en fait. Soit les parents sont conscients des difficultés qu'ils rencontrent et ils vont s'adresser justement à l'aide sociale à l'enfance pour demander de l'aide. Et là, il va y avoir une analyse de la situation et donc les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, de l'ASE, vont proposer une aide et il y a différents types d'aides qui peuvent aller d'une aide éducative à domicile jusqu'à un placement de l'enfant si c'est nécessaire. Et donc là, ce sera un placement administratif parce que c'est à la demande des parents. Il y a un autre cas de figure où l'enfant est en danger et donc nécessite une protection. Donc il relève de la protection de l'enfance, mais les parents, pour différentes raisons, ne demandent pas d'aide. Donc là, ça va être les services sociaux, l'école, des voisins qui peuvent signaler cet enfant en danger. Et là, le juge va être saisi et il va, sans aucun doute, ordonner un placement. Et là, l'aide sociale à l'enfance, donc la fameuse ASE encore, reprend la main, puisque le juge confie la mission de trouver un lieu de placement, un lieu d'accueil pour cet enfant qui est en danger. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, moi, en tant que psychologue clinicienne, j'ai travaillé pendant 30 ans dans ce qu'on appelle une MEX, maison d'enfants à caractère social. Et donc, pendant 30 ans, j'ai accompagné ces enfants qui étaient placés. J'ai travaillé avec leurs parents lorsque c'était possible, et aussi avec les professionnels qui accompagnaient ces enfants au quotidien, donc des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, etc., etc. On va maintenant se focaliser sur le placement de l'enfant en lui-même. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quand un enfant est en danger, le placement est inéluctable. Et c'est en cela que ce dispositif véritablement sauve la vie à certains enfants. Donc c'est des situations de maltraitance avérée, maltraitance physique, hein. C'est des situations de violence sexuelle. C'est des situations aussi où les parents sont en incapacité de faire leur travail de parents parce que ils sont eux-mêmes pris dans des problématiques personnelles, soit d'addiction, soit de maladie psychique. Même si un placement est décidé pour sauver la vie d'un enfant, ça reste un traumatisme pour l'enfant, qui s'ajoute au traumatisme qu'il a vécu avant. Son milieu familial reste son milieu d'origine et il y a un lien avec ce milieu-là qui le constitue aussi. C'est quelque chose à prendre en considération et qu'on ne prend pas suffisamment en considération. Moi, je m'en suis rendu compte. J'étais face à des enfants qui souvent ne comprenaient pas pourquoi ils étaient placés et du coup qui subissaient plus qu'ils ne vivaient pleinement le dispositif de protection qui avait été déployé à leur égard. On le sait maintenant, c'est extrêmement bien documenté que un enfant qui est extrait d'un milieu familial qui serait source de trauma n'est pas guéri pour autant. Il guérit pas de ses traumas. Et c'est pas parce qu'il en parle pas qu'il n'y a pas de trauma. Les traumas sont là, mais ils sont invisibilisés et on n'en parle pas. Il faudrait que les professionnels accompagnants aillent au devant de l'enfant, avec énormément de précautions aussi, hein, pour l'inviter à mettre des mots sur ce qu'il a vécu pour pouvoir évaluer où il en est, cet enfant-là, de la compréhension de ce qu'il vit, pour pouvoir repérer les traumas qu'il y a eu et du coup orienter très précocement vers des soins nécessaires. Parce que un trauma qu'on laisse sous le tapis, il remonte à la surface plus tard. Et là, ça fait des dégâts encore. Ce sont des bombes à retardement qui vont venir miner le quotidien de ces enfants, adolescents et futurs adultes. Et alors vous avez écrit un ouvrage qui s'intitule Leur placement expliqué aux enfants. Pourquoi l'avoir écrit? Leur placement expliqué aux enfants, c'est un outil que j'ai été amenée à concevoir parce que justement, quand je rencontrais ces enfants et que je leur demandais pourquoi ils étaient placés, pourquoi ils étaient là, et qui me regardaient avec des yeux de lémuriens et ils savaient pas quoi répondre et je voyais la détresse abyssale dans leurs yeux, moi je me suis dit, mais mince, comment peut-on vivre si on ne comprend pas pourquoi on est là? Et j'ai cherché des outils pour répondre à cette question-là, j'en ai pas trouvé. J'ai pu observer justement des enfants qui étaient placés même des fois
depuis plusieurs années et qui avait aussi changé plusieurs fois de structure d'accueil et qui était toujours dans le même état d'incompréhension, ou pire, qui s'était construit des réponses, mais complètement hors réalité, et qui me donnait moi le sentiment que parce que cette compréhension de départ n'était pas là, on accompagnait nous en tant que professionnels et bien malgré nous des enfants dans une structuration en marge de la société. C'est-à-dire que moi je suis placée parce que le vilain juge m'a séparée de mes parents qui n'ont rien fait. Il comprenait pas du tout le dispositif de protection déployé à son égard. Il ne percevait pas les difficultés qu'avaient eues ses parents et peut-être leur manquement aussi. Il vivait ça comme une injustice. Moi, dans mes accompagnements psychologiques, le travail que je faisais individuellement, c'était justement de réamorcer l'appareil à penser pour amener les enfants à réfléchir à ce qu'ils vivaient et à mettre des mots sur ce qu'ils vivaient. Et donc là, c'est partageable. Et donc là, on peut en discuter. Et donc là, on remet de l'humain dans le truc et on redynamise quelque chose pour amener l'enfant à se réapproprier ce temps de son histoire qui était parti. C'était honteux, c'était indicible, c'était invisible. Enfin, vous voyez, il y avait quelque chose vraiment qui était un trou de sens, quoi. Et leur placement expliqué aux enfants, il est vraiment là pour faire en sorte que ces enfants puissent donner du sens à leur placement. Donc cet outil, il aborde 6 thématiques différentes. Il y a une thématique qui va parler des différents types de placements, un peu théorique, mais c'est pour savoir où l'enfant en est, qu'est-ce qu'il a compris de sa situation. Une autre thématique, c'est la place unique des parents au niveau de la loi et aussi dans le psychisme des enfants. Une autre thématique, c'est autour de l'expression des émotions et des sentiments. Il y a toujours un petit texte qui sert de base à l'expression des enfants. Et ces textes, en fait, c'est le condensé de mes 30 années d'expérience avec les enfants. Donc, ça va amener des phrases un peu clés que j'ai retrouvées très, très souvent chez beaucoup d'enfants. Comme ce qui est sûr, c'est que quand on est placé, c'est pas une punition. Beaucoup d'enfants pensent que c'est de leur responsabilité. Il y a toute la partie sur pourquoi on a besoin des adultes quand on est un enfant. Au commencement, un enfant, il sait rien faire tout seul. Il apprend par imitation. Il a besoin de se construire sur la base d'un modèle adulte en général. Il y a tout un petit texte et un cheminement pour faire percevoir à l'enfant que si d'autres adultes que ses parents s'occupent de lui aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement, ses parents ne répondaient pas à ses besoins ou ne pouvaient pas, pour des raisons diverses et variées, bien faire leur travail de parents. Et donc, on amène l'idée aussi que le placement, c'est une aide apportée. À la fois, ça permet à l'enfant de pouvoir se réaliser et c'est aussi un temps qui est proposé pour les parents pour prendre le temps de résoudre leurs propres problèmes. Et donc, dans la dernière page, on peut évaluer si l'enfant est en capacité de se projeter dans l'avenir ou pas. Et là, on va aussi orienter différemment la prise en charge après. C'est vraiment un outil qui va servir à l'enfant de repérage, d'évaluation et puis d'orientation vers les soins, mais aussi aux équipes professionnelles comme un outil pour travailler avec les parents de l'enfant. Il y a un cas que je cite souvent parce qu'il est merveilleux, un petit garçon qui quand je lui ai dit mais toi qu'est-ce que tu voudrais voir changer? Il dit ah ben moi ce que j'aimerais bien c'est que ma maman elle aille voir un docteur comme ça elle serait la plus gentille des mamans. Et il se trouve que ce petit garçon, sa maman avait une pathologie psychiatrique sévère qu'elle ne soignait pas et qui faisait que bon bah voilà, le placement avait été ordonné parce que elle mettait vraiment son fils en danger. Et quand ce petit garçon a dit ça, je lui ai dit, mais est-ce que tu serais d'accord que ça, on en parle avec tes éducateurs qui pourront peut-être en parler avec ta maman? Il m'a dit oui, oui, oui. Donc on a fait ça. Et le fait que cette maman, elle entende que son fils avait formulé cette demande-là, eh bien, ça l'a motivé à aller vers des soins et à prendre son traitement. Et du coup, les droits de cette maman ont été assouplis par le juge et il y a eu des visites possibles. Donc ça a vraiment fait évoluer le travail avec cette maman et du coup, ça a transformé l'existence de ce petit garçon.
Ça fait en effet plus de 30 ans que vous exercez ce métier auprès d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelles sont les grosses difficultés que vous rencontrez, mais aussi quelles joies et quels enseignements vous en tirez? C'est les joies quand vous voyez des enfants que vous avez accompagnés rayonner, pas forcément retourner chez eux. C'est pas une finalité en soi, même si c'est toujours étudié, hein, mais c'est les voir vraiment être eux-mêmes, s'accomplir et trouver du sens à leur existence. Ça, c'est une très grande joie pour moi. Alors bien sûr, dans l'autre sens, les déceptions, ça a été de ne pas pouvoir y parvenir ou de percevoir que le dispositif ou des fois le manque de coordination entre le monde de la protection de l'enfance, le monde de la pédopsychiatrie et celui de la justice, en ne s'articulant pas de manière fluide et en ne servant pas directement l'intérêt supérieur de l'enfant, et bien du coup le desservait totalement. Donc les leçons à retenir de ça, c'est que tant qu'il y a de la vie, faut la soutenir, mais pas au prix de sa propre vie non plus. Il faut savoir aussi, poser ses propres limites pour se préserver parce que, si on ne dure pas soi-même, on peut plus aider les autres non plus, quoi, hein. La difficulté actuellement, c'est peut-être ce constat-là, c'est-à-dire que le dispositif en place, pour différentes raisons, hein, écrase un peu les professionnels. Il y a plus suffisamment de bientraitance institutionnelle justement pour que par effet domino, la bientraitance soit à tous les étages et profite au final à ceux qui en ont le plus besoin. Et en même temps, on vit une période où il y a beaucoup de choses qui bougent, qui se révèlent, qui sont dites. Il y a énormément d'anciens enfants confiés qui parlent, qui se révoltent pour faire bouger les choses parce qu'il y a de très belles lois. Il faut juste arriver à pouvoir les appliquer et à ce qu'il y ait les moyens sur le terrain pour le faire. Et tout irait très bien. Pour vous, Claire, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une relation de qualité entre un enfant et un adulte? Comment qualifier une relation adulte-enfant de qualité? Déjà dans une dualité, naturellement. Il ne s'agit pas de fusionner, hein, de considérer l'un comme faisant partie de l'autre ou à l'image de l'autre. Et puis, dans la posture de l'adulte, il y a tout un parcours qui a précédé justement, qui n'est pas encore accompli chez l'enfant. Donc, il doit y avoir cette différence aussi dans le regard, dans la maturité, dans la distance, dans la compréhension de l'adulte dans le fonctionnement de l'enfant. On peut pas demander à un enfant la même chose qu'à un adulte, même si cet enfant va devenir adulte, mais il y a des étapes justement à ne pas griller. Faut pas aller trop vite. L'enfant, de toute façon, lui, il est cash, il est nature, il va prendre la personne comme elle est. C'est à l'adulte aussi, avec toute sa différence et sa maturité, de pouvoir percevoir dans l'enfant tout le potentiel qu'il y a, la fragilité, mais aussi toute la force, et de pouvoir l'amener à s'élever pour avancer, quoi. Et alors, comment transformer les traumatismes de sa vie en perles? La métaphore de l'huître perlière, je l'ai beaucoup utilisée. L'huître, pour se nourrir, elle aspire l'eau de mer et parfois il y a des grains de silice, donc de sable, qui passent à travers ces petits cils vibratiles, là, ces petits filtres. Et du coup, ils viennent se piquer dans sa chair tendre. Et c'est comme un coup de couteau. C'est une blessure qu'elle subit. Pour autant, justement, l'huître, elle va pas mourir de cette blessure. Comment elle s'en sort en fait? Elle synthétise, elle produit de la nacre et donc elle enroule autour de ce grain de silice de la nacre pour faire qu'il devienne tout doux, tout lisse et qu'il ne la blesse plus. Et donc au final, de ce grain de silice qui était comme un poignard et une blessure, elle finit par faire une perle et quand même quelque chose d'assez joli. Cette métaphore de l'huître perlière, elle m'aide, moi, à faire entendre que toute épreuve peut justement être transformée et qui peut même rendre plus beau. Ça, c'est dans l'idéal de l'idéal. Et ça arrive parfois. Merci Claire Massaski d'avoir partagé votre expérience auprès de ces enfants placés, qui nous rappelle qu'il est parfois possible de transformer des événements difficiles en opportunités pour devenir toujours plus vivants et humains. Auditeur, quant à toi, nous te remercions de ton écoute. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et pour suivre nos actus,
ou juste t'abonner à notre newsletter mensuelle, on te donne rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu. À très bientôt!